Bienvenue sur les Seigneurs de la F1. Dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2, et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données, mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode des Seigneurs de la F1. Donc le deuxième épisode de cette nouvelle saison 2024. On est ce soir tous réunis pour débriefer du Grand Prix d'Arabie Saoudite qui était à Jeddah, avec entre spectacle et non-spectacle sur le circuit au final, avec des anciens et des nouveaux, et ça on aura l'occasion d'en reparler. Au programme ce soir, on va vous présenter du coup le débrief du week-end avec F1. Il y avait de la F2, mais il y avait aussi de la Formule 1 Academy. En sujet focus, on parlera des directeurs et des ingénieurs. C'est un peu un travail de l'ombre et que ils ont tous de l'influence, avec notamment les récents épisodes qu'il y a eu et qui ont enflammé notamment Ferrari. Donc on sait qu'il y a un supporter qui saura nous vanter les mérites de notre cher Frédéric Vasseur. Et en troisième point, on ira à Melbourne pour faire nos pronos et vous présenter un peu le circuit d'Australie. On revient un peu sur des circuits qu'on apprécie et qu'on aime, mais il faudra se lever tôt pour l'apprécier. Il n'y a pas que la F1 dans la vie, on vous débriefera de ce qui s'est passé aussi côté IndyCar et MotoGP. Bonsoir messieurs, bonsoir Alex, bonsoir Yo-Yo, comment ça va ? Ça va très bien. Comme à chaque épisode, j'ai envie de dire, on est toujours content quand il y a la F1 qui est de retour. Et en plus, avec quelques petits changements à Jeddah, même si on est dans le même format que notre précédent épisode sur rien à voir. Mais bon, on pourra en discuter tout au long de cet épisode. Oui, c'est vrai que c'est pas passé grand-chose et je pense que quand on était tous les deux dans le Discord en train de parler du Grand Prix, je pense qu'on s'est pas trop enflammé. Et le moindre petit truc qui se passait, c'était l'événement du circuit, quoi. Et toi, Yo-Yo, comment ça va ? Ça va aussi, comme le dit Alex, quand il y a de la F1, on est content. Et puis on a quand même eu un beau week-end de sport, des sports automobiles en général. Donc on va pas se plaindre après les semaines qu'on a passées où il n'y avait rien du tout. C'est vrai que la longue trêve hivernale, des fois, nous fait oublier toutes ces petites sensations. Très bien, merci. Du coup, on va passer tout de suite au résumé du week-end. Donc, résumé du week-end de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Donc, Grand Prix d'Arabie Saoudite, comme on vous décrivait dans le précédent épisode. Un circuit vraiment atypique, avec beaucoup de vitesse. Il y a 27 virages, moyenne à 254 km/h. La tête qui déforme les châssis de la F1. Pour la petite histoire, Oliver Bearman a tellement appuyé, il y a eu tellement de jets sur son côté gauche niveau casque que ça a déformé la coque de sa F1, ce qui est quand même assez significatif. Et la victoire très surprise de Max Verstappen, qui au bout des 50 tours a claqué les 25 points, 13 secondes d'avance sur le brave Sergio Pérez. Leclerc qui s'est battu avec ses armes est troisième. Oscar Piastri qui quand même signe une belle quatrième place. Notre brave Fernando. Donc le brave Fernando est toujours là, hein. toujours vaillant. Russell, Bearman, premier Grand Prix, on aura l'occasion d'en reparler, mais premier Grand Prix en F1. Il est septième, le bougre, donc c'est quand même pas rien. Lando Norris avec sa 8e place, Lewis Hamilton 9e, et pour finir dans les points, Nico Hülkenberg qui marque les premiers points, il me semble, de l'écurie As. Et ça, on ne l'attendait pas directement dès le deuxième Grand Prix, au vu de la présentation de la monoplace. Mais au moins, on se rassure, tout au fond, on peut retrouver 2 DNF. Pierre Gasly, ils lui ont quand même donné un tour. C'est quand même généreux. Mais why not ? Qui a eu des problèmes mécaniques dès le départ, même avant le départ, il me semble. Mais avant, il a même pas fait, Ouais. il s'est pas positionné sur la grille.
Donc du coup, il est gratifié d'un tour, ce qui est bien. Et Lance Stroll qui a fait mumuse dans les pneus parce qu'il a tiré tout droit dans un virage et qu'il s'est explosé littéralement dans le sac de pneus. Et il aurait pu se faire très très mal, je pense. Parce que ça envoie du lourd hein, quand on se tape tout ce paquet de pneus à forte allure. Et très bien pour du coup ce résumé un peu de ce qui s'est passé. Mais pour aller plus loin, est-ce que, messieurs, vous pouvez me donner vos tops et vos flops de ce week-end de F1 ? Et après, on partira sur tout ce qui est F2 et F1 Academy. Vas-y, Hugo, je te laisse. Mais top. Alors, la semaine dernière, on parlait de Verstappen. Moi, j'ai parlé de Red Bull au global. Perez, il est là où on l'attendait depuis 3 ans, c'est-à-dire deuxième place, même si on sait que la première, il ne pourra pas lutter. Mais deuxième place. L'écurie fait des arrêts parfaits, tout est parfait. Stratégiquement aussi. Rien à dire sur Red Bull. Après, Burman, comme dit Alex, je vais t'en laisser en parler. Mais week-end parfait pour un rookie. Et ensuite, ceux que je mettrais en troisième, c'est Russell. C'est bête, mais pour l'instant, en qualif et en course, il est devant Hamilton. Je crois qu'en qualif, c'est sa quatrième ou cinquième course de suite où il est devant Hamilton. Et en course, pareil. Donc, chemin parfait aussi pour Russell qui commence à prendre le lead et qui sera leader la saison prochaine chez Mercedes. Sur leader ? Je pense, hein, franchement, tu peux mettre n'importe qui sauf Alonso à côté de lui et tu vas Non, mais parce qu'on peut parler de peut-être Verstappen, tu vois. Oui, ça on verra. Mais je pense que si Verstappen arrive, on aura quand même ce sera un bis repetita de Hamilton. Ouais, ça. Donc, je pense qu'il se battra quand même. Il se laissera pas faire. Ouais, puis je sais pas pour vous, mais j'entends moins les coms de Mercedes maintenant dans les retours écurie. Je sais pas vous, mais Ouais. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de coms. Ok, bah merci. Des bons tops. Alex, tu veux surenchérir ? Je vais commencer par les tops, hein, bien évidemment. Alors, les tops, sans surprise, je pense que voilà, ça a été le driver of the day, Olivier Berman. C'est quand même assez impressionnant parce que le jeune de 18 ans, quand même, devait partir premier de la F2 et on lui dit et si, tiens, Sainz, il a l'appendicite, mon pote, là, tu vas pas faire ta F2, mais tu vas faire un F1, un Grand Prix de F1. Alors moi, je trouve ça exceptionnel parce que comme tu passes d'une F2, comme on l'avait déjà expliqué, où c'est assez simple, j'ai envie de dire, là, en termes de voiture, comparé à une F1, où une F1, tu dois prendre plus de 150 boutons sur le volant, gérer tes G, la vitesse, les gaz, et aussi gérer aussi tes collègues qui sont sur le côté, surtout qu'à Jeddah, c'est assez serré quand même, mine de rien, vu que c'est un circuit de ville. Et Olivier Berman arrivé 7ème, quand même, c'est une performance qu'il faut saluer. Même voilà, Lewis Hamilton, il l'a attendu à la fin de la grille pour lui faire un énorme câlin en mode franchement pilote exceptionnel. Et j'ai envie de dire, les seigneurs, on le dit et on l'avait déjà dit bien avant, la nouvelle génération, c'est quand même quelque chose. 18 ans, c'est quand même assez fou de pouvoir faire une course sur un des grands prix, comme on le disait avec Nico, où on se prend quand même pas mal de G. Franchement, chapeau Berman d'avoir tenu, déjà d'avoir survécu, j'ai envie de dire, parce que vu les contacts qu'il y a eu et les échanges, dans certains cas, c'est aussi assez balèze d'avoir pu faire le Grand Prix dans son ensemble, et surtout d'avoir été à rien de passer en Q3 et d'avoir potentiellement poussé dehors un Hamilton. Ça aurait été magique. Mais bon, donc ça, c'était mon premier top. En deuxième top, je pense qu'on peut aussi parler, mine de rien, au Global Ferrari. Voilà, je crois que c'est mon week-end. Mais je voyais des 337 km/h en vitesse de pointe avec le DRS et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, là, c'est l'esprit Ferrari qui revient. Enfin, Vasseur fait du bien à l'équipe. Voilà, on est sur quelque chose d'assez sympa. Là, le réglage était plutôt bon. Il y avait un petit flop, j'ai envie de dire, sur l'arrêt au stand, mais bon, ça reste du Ferrari, c'est toujours ça, mais voilà, on est sur des performances qui s'améliorent, on est sur de la consistance aussi. Leclerc, voilà, 2 fois d'affilée 3e, je trouve que c'est honorable. Donc voilà, on marque des points ce week-end, c'est un énorme top. En flop, je dirais 2 choses.
premièrement, flop pour Stroll, j'ai envie de dire, dans le sens où, effectivement, il s'est crashé, mais on en parlait avec Nico, il a gardé quand même ses mains sur le volant lors du crash. C'est une des règles à ne pas faire en Formule 1 pour éviter de se péter complètement le bras ou autre, enfin les poignets, pardon. Et surtout, ce qui m'a fait rire, c'est que comme son ingénieur de course ne savait pas ce qui s'était passé, il lui a dit est-ce que tu peux ramener la voiture au stand? Et il a fait non, you kidding me tu te fous de moi là, mon pote, je suis dans le mur, là. Je sais plus rien. Donc voilà, juste le flop pour les mesures de sécurité, parce que c'était quand même. On a été surpris avec Nico de voir qu'il les a gardés vraiment, alors qu'il le voyait qu'il allait rentrer dans le mur. Donc bon, quand même, les règles de sécurité à suivre en F1. Mais surtout que l'année dernière, il s'était pété le poignet. Donc, Complètement. Donc voilà, il n'applique pas ce que ses débuts. J'ai envie de dire, j'avais 203. Peut-être dans la saison, un troisième accident. Bon, je le souhaite sans gravité, mais voilà, ça pourrait peut-être lui remettre les idées en place. Et deuxième flop, je me suis noté quand même la FIA. Pourquoi la FIA j'ai regardé la F2 comme chaque Grand Prix. En F2, il y a eu des... Voilà, avec le fait que Berman, etc., il n'est pas eu il est switché en F1, etc., il y a eu des changements sur la grille. Et en fait, les pénalités étaient assez sévères. On avait des 5 secondes de pénalité juste pour des non-placements de grille, etc. Et en F1, on a eu Norris qui était pareil et qui finalement n'a pas eu de pénalité. Donc je me dis, bon, autant faire la même chose des deux côtés. Magnussen qui se prend des pénalités, bon, un peu méritées dans un premier lieu, et en deuxième lieu qui coupe le circuit et qui écope de 10 secondes de pénalité, et tout le monde était en mode ça fait quand même un peu beaucoup, 10 secondes juste pour avoir coupé le circuit et avoir cédé la place après Tsunoda. Et après, effectivement, c'est ce qui m'amène à terminer quand même sur une note positive. Mine de rien, j'ai envie de dire, pour revenir dans le top, ça me fait penser à ça. As, j'ai envie de dire, dans son malheur, Magnussen d'avoir écopé de ses pénalités, quand même 2 fois 10 secondes, a réussi à maintenir un peloton qui a permis à Nico Hülkenberg de faire un arrêt au stand gratuit et de repasser devant toute cette petite troupe et d'aller chercher du coup les fameux points pour As. Voilà, il fallait quand même le mentionner. Donc, moi j'ai envie de dire un petit flop côté As, mais une petite victoire, mine de rien, pour le petit Hulk. Ça fait toujours plaisir. Et je crois que c'est la règle maintenant, les 10 secondes. Ouais. Ils ont augmenté, ils sont passés de 5 à 10 pour éviter qu'il y ait, je disais ça, pour éviter que les pilotes prennent trop de distance comme ils faisaient l'année dernière. Ils s'en foutaient d'avoir 5 secondes de pénalité. Catastrophe. Ouais, puis non. au final, Magnussen, avec 20 secondes de pénalité, il termine quand même devant Ocon. Hein. On ne mentionnera pas Alpine toute la saison. Ouais, mais tu compares une F1 et un karting, donc... C'est... Ouais. Et une F3. C'est bon. D'ailleurs, si vous voulez retrouver, dans le premier épisode, on a fait un sujet focus sur Alpine, donc n'hésitez pas à aller le consulter pour savoir tout ce qu'on a dit sur le cas Alpine, qui, du coup, on pense que ça restera d'actualité durant toute la saison, malheureusement, pour notre écurie française. Tout à fait. Et toi, Nico, alors, quels sont tes tops et tes flops? Dis-nous tout. J'ai envie de mettre Bierman quand même parce que c'est exceptionnel, mais je vais pas plus épiloguer sur le cas parce que c'est extraordinaire. Enfin, 18 ans, la maturité de conduire la voiture et de la faire rentrer à la maison dans un circuit qui est ultra complexe. En plus, il a vraiment pas de chance parce qu'au départ, il se retrouve coincé. Devant, tu vas avoir Hamilton. Ensuite, derrière, tu vas avoir les fauves. Hülkenberg, Magnussen, t'es coincé entre tout ça. T'as Tsunoda aussi qui est dans tes parages. Ouais, franchement, quand tu commences, il y a quand même mieux que d'avoir ce tir groupé. Et surtout que t'as une voiture hyper puissante. Il avait conduit déjà une As, mais là, la Ferrari de cette année, c'est quand même modèle au-dessus. Du coup, ça donne aussi envie d'avoir, et ça a été un sujet l'année dernière, mais d'avoir de plus en plus de jeunes pilotes qui font des grands prix. Si ta saison elle est terminée, par exemple là dans 4 circuits, on aura terminé la saison parce qu'on saura que Verstappen est gagnant. En gros, ce qu'on pourra faire, c'est donner aux jeunes pilotes la possibilité de conduire dans des baquets aussi formidables que la F1. Donc ouais, franchement, je peux le mettre que winner, comme le site de la F1. Après, en fait, dans le reste, je dirais... un peu comme Yo-Yo, Red Bull, c'est quand même impeccable. Franchement, c'est la perfection à l'état pur, quoi. On retrouve le Mercedes des grands jours, l'équivalent de Mercedes dans les grands jours, le Ferrari des grands jours avec Schumacher,
le Williams à une époque. Enfin, franchement, pour moi, c'est incroyable. Même si, du coup, avec ce podium-là, Red Bull a dépassé Williams dans le top 4 des, des constructeurs, des teams qui ont gagné le plus de podiums de l'histoire. Donc, du coup, bon, j'espère qu'on gardera notre 5e place pendant longtemps. Moi, Alonso. Alonso, c'est mon coup de cœur. Enfin, il est battant. Et franchement, je pense que s'il a une meilleure voiture, il va te chercher le Piastri de très loin, tu vois. Mais en fait, je pense que le problème de Fernando, c'est qu'il va pas être trop aidé durant toute la saison. Notamment parce qu'il va falloir un coéquipier assez solide. Donc je pense que Fernando, il va devoir miser sur ses forces, et il en a beaucoup. Mais ça serait bien que l'année prochaine, on le voit dans une top team quand même. Le retour du grand Fernando, pour moi, ça serait ça. Après, dans les flops, je trouve que ça a été difficile parce que même si le Grand Prix était un peu ennuyeux, il n'y a pas vraiment eu de gros flops. Et même, c'est pour dire, même Alpine a bien géré son flop avec Gasly, je trouve. Genre, on a ramené la voiture direct en sachant qu'il y avait un problème, tu vois. À une certaine époque, je pense qu'ils auraient pu commencer le Grand Prix et s'apercevoir qu'il y avait un problème, et là, on partait en safety car. Donc, je pense que ça aurait pu se produire. Et non, peut-être que le flop, là, on aura l'occasion d'en reparler, mais sur la F1 Academy, d'avoir retiré les victoires à Dorian. Bon, c'est un peu dommage, notre pilote française qui avait gagné et qui, sur des erreurs d'ingénierie ou de communication, a perdu sa victoire. Donc, je trouve ça injuste. Mais c'est pas grave. C'est ce qu'on devrait faire avec Verstappen, des fois lui retirer des grands prix, et comme ça animera un peu plus le... Non, mais je pense qu'honnêtement, ils n'ont pas envie de revivre ce qui s'est passé avec Jamie Chadwick, où elle a surpassé tout le monde. Et en fait, la F1 Academy, normalement, tout le monde a vraiment la même voiture pour le coup. Et on se retrouve dans une compétition où la nana, elle a défoncé tous les autres. Et c'est la meilleure. Hein. Franchement, Jamie Chadwick, moi je vous dis, faut qu'elle ait son baquet dans Williams. Et là, elle va les défoncer. On verra. Bon, si la F1 s'ouvre un peu à d'autres. Mais oui. À d'autres horizons. Mais bon, on n'arrive pas comme ça en F1, malheureusement. Oui, mais bon, faut... déjà, t'arrives avec la thune. Donc du coup, il faudrait qu'elle... C'est la thune qui fait tout. Avec la thune. Regarde, Latifi, il a eu son baquet pendant très longtemps grâce à la thune. Stroll, il a son baquet depuis très longtemps grâce à papa, qui a la thune. Sargent, il a aussi pas mal d'oseille. Et Perez, tous les week-ends, il arrive à conduire une petite F1 comme il faut, quoi. Grâce à... C'est son tonton, c'est ça? C'est son oncle à Perez? Ouais. Et tu vois, j'aurais même rajouté un flop qu'on n'a pas forcément vu, mais en termes de régularité et d'expérience, Ricciardo, en fin de course, ce petit attaqueux, sorti de nulle part, premier c'est virage, vrai. il se prend juste le vibreur, et petite zipette, j'ai envie de dire. Bon, le Ricciardo, il se réveille un petit coup. Là. Bon, sur la Visa Cash, à mon avis, là, le paiement n'était pas passé, donc ça a fait cesser de fonctionner la voiture, on ne sait pas. C'était plus sans contact, là. Pas mal. Pas mal, yo-yo. Ouais, mais tu vois, tout le monde l'a oublié, ce petit truc, parce que en face, t'as Stroll qui, lui, touche direct, tu vois. C'est-à-dire que quitte à défoncer la voiture, autant bien le faire. Voilà. Mais pour l'instant, ça veut dire que en tête des réparations, c'est Aston Martin qui est pour l'instant en tête. Des coups, oui, parce que si vous ne savez pas, il y a un petit classement qui se fait au fur et à mesure de la saison de quelle écurie dépense le plus en réparation, et souvent c'est ça qui creuse le gap financier à la fin de la saison, parce qu'en fait, il faut tellement réparer les voitures que ça coûte cher. Et je pense que notre cher Tyran a raison. Alpine sera champion aussi constructeur. Au niveau des coûts financiers, ils ont déjà une boîte à réparer. Donc, Ah, c'est vrai. Ouais, mais si tu cours avec... Il y a Williams aussi. Il y a Williams avec Sergent. C'est calmé. Mais... Voilà. C'est bon, il va ramener tout à la maison. Non, croyez en Sergent. Il est briefé. Mais Alpine, ça coûte pas cher de construire une F2. Hein. Ça coûte moins cher que d'une F1. Donc bon... C'est vrai. Part de loin. Il part de loin. Sur Renault, fait que du recyclage maintenant. C'est R5 électrique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Excellent.
Très bien. Bon, je pense qu'on peut passer du coup à la suite parce qu'il y avait aussi la F2. Et du coup, on en parlait avec le cas de Bierman, c'est que Bierman, il commence le jeudi en conduisant une F2, il se retrouve le samedi à conduire une F1. C'est quand même pas mal. Mm. Il y a C'est quand clair, même, dans la vie. il y a quand même bien. Du coup, en F2, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné, du coup, sur la course sprint, Dennis Hauger et Fittipaldi sur la course principale. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les courses? Je sais que tu avais regardé, Alex. Ouais, il y a eu pas mal de safety cars, hein, mine de rien. On a eu des accidents. On a eu Pepe Marty, j'adore, qui a fait une zipette et qui, par instinct, a dit «Oh là, il m'a poussé!» alors qu'effectivement, c'est juste la relance de l'accélérateur qui a été un peu trop forte avec le turbo. Mais il y a eu pas mal de safety cars quand même. Donc je pense que ça devait pas être facile. Et bravo à Fittipaldi qui a bien géré avec son écurie l'arrêt au stand et qui a permis justement d'aller chercher après derrière cette P1. Alors que Maini avait quand même fait un super démarrage, mais les safety cars ont changé la donne, j'ai envie de dire. Ok. Bon, donc du coup, Oui. est-ce que tu le mettrais mieux, ce Grand Prix-là, que celui de Sakir, ou pas? Non, Non. Mais non. pour l'instant, ça veut dire que la F2 est quand même meilleure que la F1, de ce qu'on en tient. Oui. Bah, oui, et j'en parlais ce midi d'ailleurs au boulot, dans le sens où voilà, je vous incite, chers spectateurs, notamment ce PWR tyran, je pense, qui est un grand fervent C'est peut-être Guillaume. de Formule 2. Voilà, Guillaume, Formule 2, voilà, c'est peut-être plus intéressant que la Formule 1, plus de bataille, plus équitable, et ça évite d'avoir voilà, des plus 13 secondes entre le P1 et le P2 à l'arrivée, quoi. Ou même au bout de 4 tours, quoi. Ouais. Encore, hein. Ah, exactement. C'est parce qu'on a mis 50 tours. Hein, parce que C'est ça. Et parce qu'il s'était couché très tard, là. oui, c'est vrai que, pour la petite anecdote, Verstappen se permet de faire des streams et puis faire des compétitions en ligne la veille d'un Grand Prix. Donc, ou le matin, c'était le matin ça? C'était C'est le le matin. matin. Donc le flex est intégral. 4 heures d'endurance, simulateur, et après, il y Bon, va franchement, tranquillement sur le circuit. il devrait le brancher sur le simulateur directement dans le baquet. Je pense, hein, il pourrait faire les deux en plus. Enfin bref. Du coup, sur la F2, bah, ça nous donne Maloney toujours premier, même s'il n'a pas marqué beaucoup de points ce week-end. Fittipaldi qui fait une belle remontada, Auger troisième et Aaron quatrième. Donc en vrai, là, ça commence à être pas mal aux avant-gardes de la F2. Mais Maloney prend une sérieuse avance qui peut du coup tout changer aussi à Melbourne, parce qu'à Melbourne, c'est un autre circuit et qu'il y en a certains qui ont beaucoup plus d'expérience, notamment sur ce circuit-là. Ouais, bah, j'avoue, sponsoring sur F1. En F1, ou sinon, en NASCAR, il regarde pas mal. Il y a Jordan qui a une voiture en NASCAR à la 23, Oui, c'est vrai. Bubba Wallace. Bah, why not, hein. Mais ouais, mais pour les fans de NBA, voilà. Ouais, mais sinon, on oublie surtout de parler de nos Français, hein, qui ont encore fail en F2. Ouais, mais C'est fâche, mais ouais, mais On va en parler. On tu t'en sais, bon, si on parlait de tout le c'était les monde favoris quand aussi. même, hein. C'était les favoris pour le Et titre. c'est pas terminé, hein. Martins, C'est pas fini, c'est pas fini. Martins 11e. C'est arrivé. Attends, il est où Je l'ai loupé. Loin. Non, un peu plus haut. Non, bah, il est inexistant. Adjar n'existe plus. Voilà. Non, Adjarb, il est dans C'est fini. les fins fonds. C'est fini. Ah oui. Ah oui, sur la Feature Race, oui. Je vous propose de passer à la F1 Academy. Résultat de la F1 Academy, avec ce scandale de Race 2. Donc du coup, on voit Dorian Pain. Là, normalement, ça aurait été Dorian Pain. Ah bah non, parce qu'on ne lui a pas attribué la victoire. À cause d'une erreur de communication. Je crois c'est ça, elle est passée 2 fois. Ouais, elle a fait le tour en fait. Elle est arrivée, elle a pas vu le drapeau. Elle a refait un tour. En plus, elle était en mode de tour chrono bien lancé, bien purple comme dirait Alex. Et elle a continué encore. Ils ont dû arrêter en mettant un drapeau rouge si elle a continué. C'est terrible, franchement. Surtout qu'elle a... Ouais, là, quand même. Surtout qu'en fait, ils connaissent la décision bien en avance et ils lui ont retiré sa victoire a posteriori plusieurs heures après. C'est quand même dégueulasse.
Enfin bon. Bon, elle est forte. Elle est forte quand Oui, même. oui, Elle sait oui. qu'elle a gagné. Voilà. Non, mais elle va les laminer. Et big up Donne-lui à... juste. Tu l'enlèves du championnat, tu lui donnes juste les 3 dernières courses et elle te fait tous les points qu'il faut, c'est tout. Voilà. Mais moi, je vous dis, Dorian Pain, bon, on va peut-être pas lui donner une Alpine vu ce que c'est, mais genre une petite Williams. Genre, si mon écurie Williams un jour m'entend, Dorian Pain, Jamie Chadwick, équipe 100% féminine et on défonce tout le monde. Et Diane Pain, si elle va, elle arrive, c'est Alpha ou Ferrari. Hein. Parce qu'elle Ouais, est déjà dans le Audi. giron Ferrari avec, Ça serait bien. Ah, avec Prema. avec Prema et Prema, bah oui. les 24 heures, le WEC. Pour le moment. Mais ouais, mais elle est soutenue aussi par Mercedes. Ouais, aussi, ouais. C'est pour ça que je disais ça, Exactement, ouais. genre un petit Lewis avec Mais, Russell qui appuie. Ouais, exactement, ouais. Bon, Par j'aimerais contre, bien. moi, j'ai un petit coup de gueule à faire sur la Ah. F1 Academy. Vas-y. Je suis désolé, mais niveau sécurité, on Ah oui, tout à l'heure, Alex en parlait, mais il faut qu'on revoie les bases sur la sécurité en Formule 1. Ça sort, ça accélère. La française, je sais plus comment elle s'appelait, mais elle a spin. C'est Lola Lindelof. Lola, exactement, elle a spin. Ouais. Elle voyait 2-3 voitures qui arrivent, elle laisse passer 2-3 voitures, et après elle se dit j'accélère. En mode Grand Turismo 7 en hobby online. Lobby. Pareil, Ouais. il y a 2-3 autres qui ont coupé des chicanes, mais qui se sont dit bon, bah, c'est pas grave, j'ai coupé, mais j'accélère aussi. Ça se touche n'importe comment, franchement, c'est. Non, mais écoutez, moi je vous propose une nouvelle discipline. Voilà, on met des Formule 1, d'accord, sur piste, et il n'y a no track limit. No tracks limit. Peut-être que là, on aura des surprises. Un Sergeant, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, mais je reprends l'idée de Super idée, ça. de nos amis de Break Check, et c'est Hydro qui le disait. Tu mets du gravier partout, il n'y a pas de problème. Hein. Exactement. Mm. Je suis Ou d'accord. alors le revêtement de Paul Ricard, ça peut être pas mal. Hein. Oui. Ça Non, te mais après, défonce tes pneus, mais au moins t'es sûr qu'on t'arrête là. Ah, sinon, Ouais, mais à après, ce tu compte-là, repars et prochain virage, c'est fini. tu mets une herse et puis c'est bon. Ça pourrait être pas mal. On envoie les Marshall balancer les herses. Enfin. Enfin bref, voilà bah, du coup tout le résumé un peu de ce week-end-là. Du coup, un peu sur si on termine le week-end avec les pronos qu'on avait fait lors du dernier épisode. Aïe, 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 aïe. Donc du coup, Yo-Yo, bah, il a eu la pole. Alex, t'as eu aussi la pole. Non, moi j'avais mis Leclerc. Je voulais changer. J'ai cru en Leclerc. Aïe, 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 aïe. Et il m'a déçu. Hein. 3 dixièmes. Non, en vrai, il est bon, il est bon. Faut en parler. Hein. Bah surtout, moi je suis Red Bull, je suis là, mais putain, mais Perez, t'as la même bagnole. T'es Oui. soit dans les mêmes chronos. Ouais, Perez, il veut s'amuser, il se dit bon, bah, j'ai une bagnole qui est efficace, je Ouais. reste 2-3 devant moi, et puis après, je. Non, mais Ah ça ouais, laisse ça. place à une bataille qui pourrait être intéressante. ça. Là, on a les deux Red Bull qui commencent à se détacher du peloton. Il suffit juste qu'un Perez il fasse une petite zipette sur le pneu de Verstappen sur 2-3 Grands Prix, tu vois, et hop, voilà, les 25 points pour lui. Tac, on n'en parle plus. Il faut que Non. Verstappen joue à Racing, il arrive, il débranche ce volant. Et, Oui. Oui. Du coup, sur la P1, bah, on avait tous bon. Verstappen, on avait tous mis Verstappen. P2, on avait mis Leclerc. Enfin, il y avait du Leclerc pour Yo-Yo, Leclerc pour Alex, et moi j'avais mis Sainz, mais qui était à l'hôpital. Merci Sainz. On espère qu'il va bien quand même. L'appendicite, c'est quand même pas facile. En P3, on avait du Russell, du Sainz et du Perez. Donc du coup, on a un peu de désordre. Donc il n'y a personne qui avait la P3. Et en DNF, c'est passé pas loin pour Yo-Yo. T'avais mis t'avais la mauvaise Alpine. Il avait misé sur l'Alpine. Ah là, c'est terrible. Moi, j'avais mis Leclerc. Désolé Alex, mais j'ai eu faux. Top 3. Et Magnussen. La mauvaise Ferrari aussi. Hein. Oui. Wow, Oui. Birman, ça va. Et Non, bien, mais- oui. Oui, mais comment il s'appelle Sainz n'est pas parti, donc c'est un DNF quand même. Ah, oh, ça aurait pas compté. Ça aurait pas compté parce qu'il a Est-ce pris. que t'aurais mis accident Bah non, mais puis en plus Cela ça aurait pas été logique parce que j'ai mis P2 Sainz en plus. Ah oui. Moi, j'ai fait la totale. Et Alex, t'as mis Magnussen, mais. Et c'est passé pas loin. Hein. À un moment, Ouais. t'étais pas très loin. accroché avec Albon, là, je me suis Ouais. dit, ça y est là. Ah, moi, j'ai crisé. Hein.
J'en pouvais plus. Enfin bref. Messieurs, on va passer au sujet focus du jour, donc de cet épisode. Sujet focus sur l'influence des directeurs et des ingénieurs. Et en sous-titre, on a mis le travail de l'ombre. Parlez-moi du travail des directeurs et des ingénieurs. Et parlez à nos auditeurs de toute l'influence que peut avoir soit un directeur d'écurie, soit un ingénieur de course, notamment qu'aujourd'hui il y en a des très connus. Et je trouve que c'est bien, côté F1, ils mettent en avant, des fois pendant les Grands Prix, Lambiadze qui est du coup l'ingénieur de course de Verstappen. Ils vont mettre en avant Frédéric Vasseur quand il est passé chez Ferrari et tout le travail qu'il a fait chez Alpha. Donc parlez-moi un peu de ce travail de l'ombre, de d'être connu maintenant, notamment grâce à Netflix, mais aussi de tous les ingénieurs qui travaillent dans la F1. Alors moi, je suis pas d'accord avec vous pour ce petit titre. Ah. Je vais faire le contestataire. Et vas-y, on le Et change. je pense que le directeur de course, pas le directeur d'écurie est quand même quelqu'un qui est associé à un pilote. Schumacher, Jean Todt, on avait Briatore et Alonso. Là, on a notre cher duo chez Red Bull avec Verstappen. Ah, on m'entend pas très fort. Ah, ok, je suis peut-être loin du micro. Et après, on a aussi Toto Wolff avec Hamilton. Donc, c'est vrai que tous les grands pilotes ont un directeur de course, un directeur d'écurie associé à leur victoire. Ouais. Même si. Alors, attention pour Horner Verstappen, c'est sur la tangente quand même. C'est sur la tangente, mais on va quand même retenir. On va retenir le global. C'est vrai. Donc pour ceux qui ne savent pas, comme ça on fait la parenthèse, Horner est dans une sale affaire, c'est quoi, de harcèlement, plus propos inappropriés envers une employée de chez Red Bull, que Red Bull a voulu un peu étouffer l'affaire en proposant $1 million à cet employé, qui a été viré en plus. Et qui était la copine de père de Verstappen. Qui est la père du père de Verstappen. Donc en fait là c'est la sauce. Le père de Verstappen demande la démission, même qu'on vire Horner. Ouais. Du coup, comme on le sent à la radio, Verstappen, Max Verstappen, il se retire un peu de tout ça, mais on sent que ça pollue aussi les relations entre les deux. Donc c'est un peu sur la tangente. Enfin bref. Vas-y, je te laisse répondre, Alex, à tout ça. Ouais, alors on connaît tous nos fameux directeurs d'équipe. On a du Frédéric Vasseur, on a du Horner, on a du Toto Wolff. Et comme le disait si bien Yo-Yo, il y en a certains qui ont couru dans le passé. Toto Wolff était super pilote GT3. Bon, il s'est quand même craché au Nürburgring. Vous pourrez taper, cette vidéo est légendaire. Il conduisait d'ailleurs une BM. Voilà, c'est petite rivalité entre Mercedes et BM à l'époque. Frédéric Vasseur, quand même, moi je trouve que c'est quand même un mec qui fait du bien. Je me suis intéressé rapidement à ce sujet avant de commencer l'émission. Effectivement, avant, on avait du Mattia Binotto. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous tapez sur Twitter Mattia Binotto, vous allez voir une personne avec un clown, en fait, déguisé en clown, parce que ça a été la risée de Ferrari ces dernières années, parce que, voilà, en termes de stratégie, c'était pas ça. Les coups de gueule des pilotes en interne, etc. Bon, ok, Ferrari mise beaucoup sur ses chefs, on va dire, d'écurie. Mais Mattia Binotto, quand même, le mec a bossé 20 ans chez Ferrari. Le mec était quand même directeur du département chez Ferrari. Il s'occupait du moteur, donc c'était quand même quelqu'un qui avait de l'expérience. 20 ans en plus chez Ferrari, ça se reconnaît, donc ça se matérialise par être directeur d'équipe. Ça n'a pas été la folie de son côté, on peut le dire. Et maintenant, aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Vasseur apporte du bien. Alors, effectivement, je parle de Ferrari parce que, voilà, au cas où vous ne l'aurez pas vu, je porte du Ferrari dans mon cœur et partout au quotidien. Tu vois, c'est les mêmes couleurs que Binotto sur la photo que j'ai trouvée. Exactement, voilà, moi j'ai pas le col, j'ai pas l'âme d'un directeur d'équipe, je peux pas directeur d'équipe. De toute façon, chez Ferrari, ils ont tous un petit gros ventre et ils sont français. Ça pourrait être sympa, voilà, aux côtés de Monsieur Vasseur. Bon, Monsieur Vasseur a trop la classe pour ça. Et en fait, ce que je regardais, c'est qu'aujourd'hui, voilà,
on parle aussi des directeurs techniques comme Adrian Newey chez Red Bull, un peu moins connu chez Ferrari qui s'appelle Enrico, alors ils s'appellent tous Enrico au final, Enrico Cardile qui est directeur, si je puis dire, directeur technique. En fait, ça n'existe pas normalement ce poste chez Ferrari de directeur technique. C'est directeur châssis, directeur moteur, directeur aérodynamisme, directeur blablabla. Et en fait, c'est une personne qui s'occupe de tout, notamment du châssis, Enrico Cardile. Et ce qui est intéressant, c'est que Vasseur, là, depuis qu'il est arrivé chez Ferrari, c'est quand même un mec qui signe du Lewis Hamilton là récemment pour qui nous lâche une grosse dinguerie pour l'année prochaine, pour 2025. C'est un mec qui arrive et qui te dit bon bah voilà, on va revoir un peu les choses. Il apporte du bien quand on écoute les feedbacks des employés de l'écurie Ferrari Formula Team et aussi même de Charles Leclerc et de Sainz. Ils disent bah voilà, Vasseur, c'est un mec qui est vraiment au contact de ses équipes. Lui, son objectif, c'est que tout le monde se sente content de travailler et de participer au but commun qu'est la victoire de Ferrari, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais Ferrari, c'est vraiment la victoire de Ferrari, et tout le peuple italien derrière Ferrari. Et c'est là, en ce moment, il est en train de recruter énormément de monde dans les équipes techniques. Et pourquoi pas, je disais en début d'émission, le directeur technique de Red Bull. Franchement, j'y crois. Adrian Newey, voilà. Il faut savoir quand même que Vasseur a des relations, il a des contacts. Donc le mec quand même peut appeler n'importe qui. Si le gars fait faire en sorte que Lewis change d'écurie, qui quand même Lewis a bouché chez Hamilton grâce à Niki Lauda à l'époque, là tu peux le dire, il va bouger d'Hamilton pour aller chez Ferrari grâce à qui? Et le petit Fred, voilà, un petit français comme ça, hop, petit ronchon qui fait des blagues en permanence à ses collègues. Voilà, donc ça fait quand même du bien. Et après, effectivement, on ne parle pas assez, mais moi j'aime bien ces petits côtés de remerciement par les pilotes. Quand un Hamilton est champion du monde, quand un Verstappen aussi, ce genre de choses, c'est merci beaucoup aussi aux équipes qui sont dans les bureaux, quoi, enfin dans les bureaux, dans les locaux. Par exemple, chez McLaren, on connaît le célèbre bâtiment, le McLaren Technical Center. En fait, voilà, il y a toute la partie, au sous-sol, on a des éléments de la F1, mais c'est 250, voire des fois 300 personnes qui bossent là-dedans pour pouvoir faire la conception d'une pièce, de certains éléments. Et je trouve que tout ça, ce sont aussi des personnes qui mettent leur pierre à l'édifice, qui travaillent dans l'ombre. C'est pas que des directeurs, c'est des employés qui font que, en fait, la voiture, elle est tout le temps performante. C'est des mecs qui analysent énormément les données pendant le Grand Prix, avant le Grand Prix, des performances des années précédentes, et qui font un travail de fourmi, mais un travail de l'ombre au quotidien. Mais t'as Mercedes qui le faisait bien en remerciant, en mettant à chaque podium une personne différente quand il gagnait. C'est un peu, j'ai envie de dire, l'esprit Mercedes pour AMG, tu vois, tu signes ton moteur par le constructeur qui a assemblé ton moteur. Je trouve que c'est une belle preuve, bon, c'est les Allemands bien évidemment, c'est une belle preuve de reconnaissance pour des personnes qui ne sont pas forcément mises en avant, et tu te dis, tu profites d'un produit ou d'une voiture hyper compétente et où tu n'as pas la notoriété, alors que c'est des personnes qui font des études complètement dingues à l'époque pour des petites pièces, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je voulais ajouter que donc tu parlais de Vasseur qui signe Hamilton, mais il a quand même signé Kimi à l'époque aussi. Oui, c'est vrai. Oh là là. C'est vrai que le palmarès était différent. Le potentiel. Exactement. Le potentiel de Kimi. Je sais pas si. Déjà, ça veut dire qu'il a parlé à Kimi. Et ça. Non, mais tu dis le travail de l'ombre, mais par exemple, quand on cite Kimi Räikkönen, être l'ingénieur de course de Kimi Räikkönen, c'est une expérience. Je sais même plus que son nom, mais il est commentateur. Comment? Iceman. Ah, mais ça, c'est Kimi. Mais c'était qui son ingénieur de course? Je sais plus. Ben voilà. Ingénieur de l'ombre. Moi, je crois que c'est un Français en plus. Bah oui, c'est un Français parce qu'il est commentateur chez Canal. Et en fait, et quand il raconte les histoires, mais il dit, mais c'est un personnage, quoi. Et si tu fais pas gaffe à son ton de voix, mais ça passe, quoi. Les ordres passent. C'est Julien Simon-Chotan. Ouais, Julien Simon-Chotan, exactement. Mais oui. Tu dis qu'il est quand même dans l'ombre, comme un petit peu l'ingénieur de course de Verstappen, qui n'intervient que très rarement du coup en course. Ouais, mais c'est tranquille.
Bah, tu vois, le titre, par exemple, du vidéo YouTube, Lambiadze, l'homme derrière Verstappen, tu vois. Mais parce qu'il analyse tout, tu vois. Et les meilleurs. Et quand. Enfin, faut quand même. Le type qui dit non à Verstappen, il y a tous les droits un peu chez Red Bull, et qui dit non en pleine course parce qu'il est sûr que côté données, ça va pas être ça. C'est quand même solide. Mais on peut citer aussi, pour moi, c'est un peu l'équivalent en rallye, parce que c'est la meilleure discipline, du duo, par exemple, Elena, Loeb. Quand ils ont tout gagné, c'est que tu as le copilote qui a son summum et le pilote qui a son summum. Mais bien souvent, en fait, le copilote fait tellement de taf d'analyse, il refait tout le parcours, toutes les notes qu'il va prendre, etc. C'est incroyable. Mais tu vois, ce duo-là, Elena Loeb, si on le met à la F1, pour moi, c'est Bono et Hamilton. Ouais. Parce ils ont conquis tous les titres comme ça et la confiance qu'ils se sont fait l'un à l'autre, c'est assez exceptionnel. Bah, c'est fini d'ailleurs, je crois que c'est ça, un Bono ne pourra pas venir chez Ferrari. Hein. Non. Ouais. Aïe, 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 Parce aïe, que justement, on mamma s'enflamme mia. en se disant New Way peut aller chez Ferrari, mais le problème, c'est que vu que tu as les contrats avec d'exclusivité, tu peux perdre 2 à 3 saisons avec tes ingénieurs. Surtout Oula. que Adrian Newey, mais c'est une tête extraordinaire, quoi. C'est lui qui a conçu les Dommage Red Bull mental. et même si ça a pris du temps, même s'il a vu les Mercedes gagner, il était convaincu de prendre les bonnes décisions et on voit où ça a mené, quoi. Mm. Et jusqu'où ça La va nous meilleure mener, voiture. peut-être. Bon, enfin bref, la meilleure voiture, c'est quand même celle de 2006 de Renault, quoi. Oui. Donc, Bon, donc voilà, Non, débat moi, terminé. j'attends de la voir. 25. Moi, ce que j'attends de voir, c'est dans 2 ans, comment ils vont implémenter le moteur Ford avec le châssis Red Bull. Parce que implémenter un moteur que tu connais pas dans un châssis, c'est vraiment complexe. Là, ils connaissent bien leur moteur, c'est un moteur Honda, ils ont bien travaillé avec. Mais implémenter tout un nouveau châssis, c'est vraiment, vraiment compliqué. On l'a pu le voir avec McLaren qui n'arrivait pas avec le moteur Honda, clairement. Ouais, mais est-ce qu'ils vont pas, ils travaillent déjà pas avec Ford pour faire en sorte que le moteur soit assez équivalent. Et là, quand tu vois les nouveaux pontons de la Red Bull, est-ce que justement ils préparent pas un peu le terrain pour plus de place à l'intérieur? Alors peut-être après, vu que le développement n'est pas encore autorisé Ah oui. pour la saison, c'est compliqué à dire, vu que ce sera l'année prochaine qu'ils auront le... On connaît Red Bull, hein, c'est quand même des gens qui ont dit, oh bah, on a dépensé moins pour la cantine parce que c'était le Covid, quoi. Oui. Dans les excuses du budget de cap. Donc, à un an près, ils vont dire, bon, c'est bon. Voilà. Alors voilà, on peut soudoyer un petit peu pour avoir quelques petits plans sur les règles de 2026. Voilà, un bon resto. Non, mais c'est clair. Mais d'ailleurs, enfin, on en parlait un peu en préambule, mais Netflix a beaucoup aidé, je pense, le développement de l'image des ingénieurs et que ça soit un travail d'équipe, un des meilleurs travails d'équipe dans le sport automobile, même c'est pas un sport individuel, quoi. C'est un sport collectif où toute une écurie, toute une team est derrière toi. Et l'exemple parfait, c'est quand il y a un peu il y a eu la hype un peu Drive to Survive, avec notamment les coulisses de Red Bull. Bon, on voyait que tous les ingénieurs côté Red Bull gagnaient des follow sur Instagram, quoi. C'est quand même incroyable. Est-ce, Ça aide. est-ce que vous avez d'autres ingés ou d'autres directeurs en tête? On n'a pas cité Toto, hein, mais Toto est exceptionnel quand même. Toto, Incroyable. il serre les vis. Et il prend que très rarement la parole. Si ce n'est pour mettre un petit coup de boost, j'ai envie de dire. C'est le mode push. Tu vois, voilà. ou ou sortir un petit peu, j'ai envie de dire, le pilote de son moral, de se dire, voilà, ça avance pas, surtout un Lewis qui se plaint en permanence de sa monoplace, voilà, en mode tais-toi et conduis, allez hop, c'est bon, ciao, quoi. Mais à ton avis, est-ce que Je m'en souviens Vasseur pourra quand dire c'était l'année dernière, quand tu sais, il y a 2 ans, quand la première fois que les Mercedes dévoilaient sa monoplace et qu'il y avait les premiers Grands Prix et qu'il y avait énormément de marsouinage
sur Oui. la Mercedes. Bon, Lewis, c'est normal qu'il se plaignait, Russell aussi. Et je me souviens, Toto Wolff avait pris le micro en mode on sait que c'est nul, mais conduis quoi. En mode, fais-nous ce Grand Prix, tais-toi, vas-y. Mais c'était, bah oui, il pouvait rien faire en fait. T'es lancé sur le Grand Prix. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui, ça bosse à l'atelier, mais bon. Mais est-ce que tu penses que Vasseur pourra prendre les mêmes décisions avec. Enfin, les mêmes prises de parole que Toto Wolff avec Lewis Hamilton? Non, non, non. C'est un business. C'est un Alors, businessman. moi, je pense qu'il pourrait s'imposer justement. Là, moi, Toto l'a connu dans l'âge d'or de sa carrière. Un Vasseur l'a connu dès le début. Lui a donné des ordres, lui a dit tu l'aides comme ça et tu y arriveras. Il pourrait dire ok, il sait où il m'a emmené. Et aujourd'hui, je suis là grâce à lui, donc il sait où il m'emmènera avec la Ferrari. Il n'y a pas tort. Pour combien de temps encore? Pas 2 ans. C'est comme. 2 ans. Là, pour moi, Hamilton, il fait une Ronaldo, quoi. Il se barre pour aller partir en retraite, quoi. Comment ça se fait vieux, le Padré, hein? Oui, comme ça soit vieux, mais il n'y a pas d'âge. Quand tu regardes Alonso, C'est vrai Ouais, que mais Alonso Alonso, il nous fait une Benjamin Button. J'ai l'impression que, en gros, il rajeunit à chaque Grand Prix. Genre là, il était en trottinette, il prenait des TikTok. Genre, exactement. il est dans un autre univers, le brave Fernando. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on l'aime. Là où tu vois que les jeunes ont du mal, un Verstappen, il va pas faire long feu. Je pense qu'un Verstappen sera comme un Rosberg. À un moment, il va se dire stop, j'ai fait ce que je devais faire, on passe à autre chose. Un Alonso, les anciens, en tout cas, prennent du plaisir. On voit Magnussen, Oui, ça. Hülkenberg, tu regardes Hamilton, Alonso, incroyable. Alors qu'un Tsunoda, je pense que sa pilote, pareil, dans quelques années, on n'entendra plus parler de lui. Bon, on pourrait faire limite un prono qu'on sortira, genre dans 3 ans. Vous voyez qui sur la grille? C'est ça. Moi, je vous ai pas entendu sur un directeur que j'aime bien. Ah. James Bowles. Il était chez Brown et il nous fait vraiment une Brown GP là. Ce qu'il a annoncé en mode D'ailleurs, je m'en pour ça. fiche sur ces 2 prochaines années, vous faites ce que vous voulez avec la monoplace, on prépare 2026. C'est ça. Alors là, c'est vraiment l'attitude quand il était passé chez Brown, quoi. C'est vraiment en mode allez, c'est parti, on mise tout sur 2026. La surprise. Mais bon, Nico, est-ce qu'il nous fait pas la même phrase qu'en 2022, où on avait les nouvelles monoplaces? Et pareil, il avait dit vous allez voir Williams au sommet. Ouais, mais c'était pas lui. Oui, mais bon, j'ai envie de dire, c'est des attentes, des attentes. Ouais, Mais mais bon. il y a un truc qui me fait dire. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une tournure qui est en train de se prendre dans certaines écuries, où en gros, on est en train d'avoir soit des directeurs qui sont très business ou très management, et tu as des ingénieurs. Genre Laurent Mekies, qui était l'ingénieur un peu de Ferrari, qui là est parachuté en mode direction, mais côté Red Bull Racing, Visa, Mastercard, je sais plus quoi. Et ben en fait, il se retrouve propulsé un peu directeur, mais il est ingénieur de base. Et là, James Wolf, c'est un ingénieur à la base. Tu l'as dit, passé par l'épopée Braun, et tu l'avais recommandé dans le précédent épisode de suivre sur Amazon Prime tout le documentaire sur Braun GP. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une vibe comme ça, où dans les petites écuries, on va miser sur des ingénieurs, et ça va faire un peu remonter tout le paquet? Parce que Exactement, bah, ce que j'allais dire, ouais, tu peux être très bon à ton poste en construction ou en ingénierie, mais en management, tu n'as rien à voir, tu vois. Et pas savoir motiver tes équipes et gérer des pilotes. ouais, bah, c'est là où tu as peut-être besoin d'un pilote d'expérience qui t'apporte beaucoup. D'où la signature de Fernando Alonso, et je vous l'annonce pour chez Williams la saison prochaine. Mon rêve. Enfin, ouais, bref. mais regarde, ça peut être aussi l'inverse. Je te prends un exemple, tu as du Bottas qui est passé chez Alfa Romeo, et regarde où ça en est. Enfin, Ouais. excuse-moi, Steak F1. Oui, mais... Et regarde un Ricardo chez Visa Cash CB Contactless Red Bull. Pareil. Ouais, mais là, on prend des pilotes qui n'ont Ouais. jamais été leaders, on prend vraiment des pilotes qui ont Ouais, jamais c'est été vrai. seconds.
Et il a raison. C'est toujours ceux qui étaient des seconds couteaux. Ricardo, il aurait pu être champion du monde. Hein. Mais oui. Ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Ouais, mais. À quand l'écurie Rosberg Racing Team? À quand? Exactement. Oh là 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 là. Oh là là. Oh mon rêve. Ils sont capables de te pondre le pire truc ever. Enfin, en termes de style et tout ça. Mais genre ultra efficace. Il faut un nom bien allemand, tu vois. Audi. Ah, Audi. Ah, voilà. C'est parti. Allez, sous conseil de Rosberg. Bah non, mais Rosberg, en plus, il peut plus. Il peut plus venir. Il est interdit Ouais. maintenant dans Putain, ouais. Mmh. C'est pas la de- plupart c'est des pas pataques. Il peut être à l'atelier, il n'y a aucun souci. Oui, pour ceux qui connaissent pas le lore de Rosberg, Rosberg, c'est Monsieur One Shot. Je gagne. Je pique. Je pique le championnat à Hamilton et je me barre. Merci les copains, j'ai fait mon taf. En vrai, légende. Magistral. Moi, Ouais, magistral. je l'adore. Hein. Il a fait ce qu'il fallait pour. Hein. Franchement, moi j'adore ce Ah qu'il a oui. fait. Hein. Il s'est battu. Moi je suis Perez, je fais ça pareil à Verstappen. Je prends ma retraite directement après. Hein. Ah oui, j'avoue, Je c'est pas mal ça. Mais pour la petite histoire, je crois qu'on l'avait déjà raconté dans un épisode saison 1 ou saison 2. Mais Nico Rosberg, il est rentré dans la tête d'Hamilton pour gagner le titre. Tous les jours, il était en compétition avec Hamilton. Il en a rien à foutre. Genre, il y avait même, je crois que c'était Toto qui racontait, où en fait, il y avait des compétitions pour aller chercher le premier qui allait chercher un café à la machine à café du room, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde. Enfin, Rosberg, il courait devant Hamilton juste pour être le premier devant lui, et comme ça, il rentrait dans sa tête tous les jours, que ça soit à l'entraînement, au briefing, ou des trucs comme ça. C'est ça Après, qu'il c'est faut quand même faire. différent. Je crois que ils avaient 7 ou 8 ans. Oui. Ils se battaient déjà ensemble pour les titres. Donc dès le plus jeune âge, il y en a un qui était déjà dans la tête de l'autre qui a domination. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Ouais. Mais c'est pas Eh chez ben. Alpine, mais sauf en partant de la fin, quoi. Mais... Ouais. Oh là. Je crois qu'on n'allait même pas parler d'Alpine, mais c'est vrai. Alors, du coup, on n'a pas parlé des directeurs chez Alpine parce qu'ils ont été un peu virés, quoi. Mais Briatore qui est incroyable, les chronos. Ouais, Ah oui, Flavio. Voilà. Flavio aussi, Briatore. Exactement. Mais bon, il y a eu de ça à l'affaire aussi. Hein. Exactement aussi, ouais. Mm. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, Massa a encore porté plainte Oui. Ah ouais. aujourd'hui. Ouais. Bah, Tiens, tu peux ça, raconter pourquoi? Mais c'est par rapport au Crashgate de 2008 qui lui coûte le titre lors du dernier GP au Brésil en plus, si je ne me trompe pas, Ouais. à Sao Paulo où tout le monde est content, Oui. on le voit arriver, Easy il est champion. Et ben non, il n'est pas champion. Et donc ça lui coûte son titre et aujourd'hui il porte plainte contre la FIA, contre tout le monde, je crois. J'en Ferrari, parlais vraiment en plus ce midi avant qu'il y ait l'article qui est sorti. Je racontais cette histoire où c'était le présentateur qui disait Is that Glock? Oh! Dernier virage, le Lewis qui dépasse le Glock. Allez, tranquille. Et moi, ce qui me tue, c'est que même si Lewis il passe la ligne d'arrivée, on lui dit qu'il était champion du monde. Chez Ferrari, pour eux, ils étaient number one, ils se rentrent à la fête et d'un coup, ils apprennent le classement. Non! Et là, il y a un ingénieur qui pend et qui tape du poing sur la vitre. C'est clair. Ah, En plus, c'est chez lui, c'était depuis Ah, Ayrton non, Senna, mais- un Brésilien qui gagne, et là, aïe, 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 coup dur. ah oui, sacrées époques. Aïe, aïe. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour ce sujet sur l'influence des directeurs et ingénieurs? Non, je trouve que on ne peut que recommander F1 Manager si vous voulez vous entraîner à être directeur C'est vrai. de course, ce serait pas mal. Je pense qu'on sera meilleur que Mattia Binotto, sans être méchant, dont je suis Ferrari. Mais là, il y a des moments où voilà, il faut savoir, comme on le dit, écouter le pilote également. Donc voilà, Bon, après, il y avait aussi les arrêts au stand hein, à une certaine époque. c'est vrai. Aussi, Catastrophique. Hein. C'est plus le cas. Ouais, non. Et on vous recommande, enfin, perso, je recommande le livre de Adrian Newey qui décrit comment il a construit les F1 de Red Bull. Et c'est hyper intéressant parce que dedans, il partage tout son savoir un peu de comment il construit une F1 qui gagne. Peut-être que les autres ingés vont s'en inspirer. Enfin, bon.
Et d'ailleurs, Euh, bientôt, ouais. avec F1 TV Pro sur Canal, on aura on pourra écouter en direct certaines radios plus longtemps. Et il y aura une interview en direct comment ça s'appelle? Des directeurs d'écurie, Ok. comme à l'ancienne. Ah Je ouais, crois que c'est pas mal ça. ouais, Parfait. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est c'est une bonne news, ça. comme à Bah, l'ancienne quand ils Ouais. interviewaient Jean Todt en live, ben ah c'est ouais, pareil. ça, c'était incroyable. Les belles époques. Logique. Bah merci, messieurs, pour ce sujet focus sur l'influence des directeurs et des ingénieurs. On aura l'occasion, je pense, d'en refaire un petit zoom dans tout ce qui va se dérouler cette saison. Et c'est pas terminé parce que l'affaire Horner guette. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Maintenant, Road to Melbourne. Un circuit qu'on adore, je pense, tous. Mm. Melbourne, alors là, contrairement aux deux précédents, ça sera pas pour manger le Grand Prix, mais ça sera plutôt le bon matin, café croissant. Je vous annonce tout de suite la couleur. C'est du 22 au 24 mars. Il sera 5 heures du mat, heure française, pour la course. Les qualifications, c'est 6 heures et 7 heures du mat. Donc il faudra pas trop tarder le soir là, pour aller se coucher. Et si vous êtes vraiment déterminé, vous avez les essais libres 1 à 2h30 du mat, les essais libres 2 à 6h du mat, et les essais 3 à 2h30 du mat. Donc là, bonne chance si vous voulez suivre les essais. Mais on vous recommande la course et surtout le départ de Melbourne. C'est toute une aventure et c'est toujours incroyable. On a une fan de Un Ferrari. petit chat. Mais j'avoue, cette année en plus, il y aura le départ comme d'habitude. Après, vu qu'il y a le DRS et dès la fin du premier tour, Oui. Avec les deux lignes droites, ça va être incroyable. C'est vrai parce que le tracé qui a été modifié depuis maintenant 2 ans, Ouais. 2 ans, avec notamment une ligne droite qui a été un peu rallongée. Et du coup, 3 zones. 3 zones de DRS. Attends, 1, 2, 3, 4. 4 zones. 4 zones de DRS, mais avec 2 zones de détection. Ce qui est hyper technique parce que du coup, il va bien falloir gérer, surtout qu'elles sont loin, donc il va bien falloir gérer sa zone de détection 1 qui est ici, et la détection qui est 2, qui est juste avant, un peu avant le dernier virage, qui est hyper technique celui-là. Donc Melbourne, circuit où le premier Grand Prix a eu lieu en 1996, ça a souvent été le premier circuit de la saison. Et souvent, la raison pour laquelle on a aimé la F1, c'est se lever très tôt le matin pour suivre la F1. C'était toujours passionnant. Et puis en plus, à l'époque, on savait pas ce qui allait se passer, parce que maintenant, on sait que Red Bull domine dès le premier Grand Prix, mais à l'époque, on savait pas qui était premier, qui était dernier, combien de voitures a terminé le premier Grand Prix. Si après, il y a eu les tendances Hamilton ou Schumacher, quoi. Oui, mais on avait quand même des belles surprises en qualif. Hein. Ouais. As, 6ème, des choses comme ça, en mode ouais, on est les winners, etc. Et juste après, en course, c'était catastrophique. C'est vrai. À voir, ça se trouve, peut-être surprise, hein. On sait pas. Hein. Ouais. Tour record, Pérez l'année dernière, 1:20.235. Est-ce que ça sera battu? On pense oui. Ça sera aisément battu. Ça, c'est je tiens à préciser que c'est en course. Hein. Oui, c'est en course, pardon. Et c'est les qualifs, c'est une un 17, autre. Je crois, ou une 16. C'est un autre débat. Alors, donc pour la présentation du circuit, c'est fait. Maintenant, on va passer au prono. Et on sait que vous aimez bien. Donc 5 pronos à faire. La pole, la P1, la P2, la P3 et le DNF. Qui va laisser le baquet dans les graviers de Melbourne? Je t'écoute, Yo-Yo, pour la pole position. Verstappen, je suis désolé, mais... Ah là là. Il y a des points à aller chercher, là. Il y a des points. C'est clair. Aïe. On lui donne même une petite manette pour conduire sa F1, il y va tranquille. Alex, tu vas mettre Verstappen aussi? J'aimerais y croire pour Leclerc, mais c'était pas la folie l'année dernière. Donc Verstappen pour des points, quoi. Ouais, grave.
Moi, pour Leclerc des joue à points. Monaco comme d'habitude, faire sa petite pole et Ouais, après. voilà. Ah ouais. Ok. Mm. Il n'y aura pas de vent en Australie, ça gênera pas la Red Bull. Exactement, ouais. Il y a trop de lignes droites. Trop de lignes Et ben droites. moi, je mets Piastri. Ouais, carrément. Chez lui. Piastri. Sans blague, là? Ah ouais, sans blague, sans blague. Ah oui, d'accord. Ah Il n'a pas l'âme d'un poleman, mais ok. Exactement. Il est trop mais, jeune encore. mais l'histoire serait tellement belle. Non, Oui. Genre chez lui. non, non. Oui, mais c'est vrai qu'il y a 400 000 personnes à chaque fois en Ouais, Australie. voilà. C'est des records d'affluence. Mais quand même. Ricardo. Ouais, attends, l'année dernière, dans les pronos, je me suis coltiné Fernando quasiment toute l'année. C'est pas pour mettre Ricardo. Eh, pas mal, Alonso, quand même. Oui, oui. Oui, mais bon, Ricardo, quoi. Ouais. Première place pour Yo-Yo. Le Verstappen. Ok. Ouais, tu peux le mettre partout. Hein. Exactement, tu mets le Verstappen partout. Perez deuxième et allez, Leclerc troisième. Oh lolo. Je cherche même pas à la taper 1, tu mets juste Yo-Yo / Alex / Nico et tu mets toujours la même C'est personne. ça. Voilà. Je crois que ça va être le bingo de P1, l'année. P2. En vrai, les Red Bull dominent tellement Mm. que. C'était le présentateur Ah ouais, belge ouais. sur F1 TV qui disait c'est encore pire que l'année dernière, quoi, parce que là c'est les Exactement. deux Red Bull, quoi. C'est pas qu'une, c'est les deux. Donc du coup, tu mets Terre. Pérez aussi en deux. Non, on va se calmer. On Leclerc. redescend un petit peu. Bah, en fait, j'ai peur parce que Leclerc, l'année dernière, il s'est pris en contact avec un Ouais. Stroll et il se l'a fini dans le gravier et il pouvait pas repartir. Oui, mais Et là- je me dis, ouais, mais tu vois, s'il commence en P2, pareil, il sera en embuscade. Mais par respect pour mon écurie, je mets quand même Leclerc. Je me dis, voilà. Ok. Et en 3, tu mettrais qui? Mets un petit Alonso. Ah ouais. Ah, il était rapide l'année dernière, il aime bien l'Australie et je la trouve assez performante là quand même, la Aston, cette année. Je sais, j'ai beaucoup d'ambition, mais Merde. C'est pas ça que je voulais faire. c'est mon Tac. top 3. Moi, je mets Piastri en P2. Ouais, Et Ah, Sainz, il sera revenu. Ouais, Franchement, je sais pas, ça dépend. moi je pense il y a 2 semaines. Ouais, mais là, ça va être tendu, quoi. Ouais, c'est tendu dans 2 semaines, sachant qu'il y a le voyage, tout ça. C'est quand même long. Allez, vas-y, je mets Leclerc. C'est des surhommes quand même, les. Alors, le DNF. Allez, Le bon. DNF. Yo-Yo. Je peux mettre Pérez. Ouh. Et rappelez-vous, il y a 2 ans, la voiture elle a lâché. Je me dis, il faut qu'à un moment donné, Red Bull on trouve une petite faille. Ou alors il s'est embarqué quelque part, tu vois. C'est vrai. Ouais. Même s'il touche, c'est avec Leclerc, tu vois. Donc, Non, mais il faut du travail, ouais. Enfin, il faut du travail. Non, mais c'est du people. Et toi, tu mettrais qui, Yo-Yo? En vrai, je sais qu'il y aura une Alpine, mais j'ai envie de changer un peu. Il y aura une Alpine et Stroll, mais j'ai envie de trouver quelqu'un d'autre. C'est vrai. T'as pas tort. Allez. Franchement, je sais Bottas pas. Ouais, je vois un Bottas ou un Magnussen, mais j'hésite. Ah. Allez, à Hülkenberg, allez. Ouh. C'est pas normal qu'une As fasse Aïe, aïe, aïe. deux bons Grand Prix. En plus, il va faire chaud. Ouais. Non, soit il fait chaud, soit il pleut. Donc, en vrai, la As, ça va pas tenir. Moi, je mets Zou. Hmm. Mais défaillance. Pas à cause de lui. Défaillance. En fait, si vous voulez miser sur un DNF, surtout le premier virage, il faut miser en peloton, quoi, en milieu de peloton, quoi. Et puis c'est tout. Exactement, ouais. Soit milieu de peloton, soit tu prends une Alpine, t'es sûr qu'il y a une des deux qui finit. Aïe. Les mots sont durs. Mais oui, mais ça pique de voir Alpine au fond. Oui, non, mais c'est sûr. Est-ce que vous avez vu la pub Canal avant le début du Grand Prix ou pas? Non. Juste avant le début, t'as une pub qui dit si vous voulez voir une voiture française gagner ou un Français gagner, inversez le drapeau néerlandais. C'est la pub Burger King, non? Exactement, ouais. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est comme ça. Sûr. Merci pour vos pronos. Bon, on verra dans 2 semaines. Vous n'avez pas dit DNF, il n'y a que moi qui ai dit DNF, non? Ah si. Moi, j'ai dit Zou et Alex, il a dit Perez. Ah oui, c'est vrai, ouais. Donc c'est bon, on est tout bon.
Un DNF Red Bull, c'est x2, les gars. Non. Non. Non, parce Faut qu'on. oser, hein. Non, mais on C'est connaît. x2, hein. Tu mets Verstappen, je te fais le x3. Non, non, pas Verstappen, Bah je parle de voilà. Perez. Ah, mais pourquoi pas? Verstappen. Mais Pérez, il est capable. Pérez, Par manque de chance. mais vas-y, je te fais le. Je vais Par dans ton manque de sens pour chance. ton prono. Il tire tout droit. Genre en Australie, il est capable. Bac à gravier, Ouais, il y a du gravier. Faut pas oublier qu'il y a du gravier. Oui. ok. Et en fait, dans les DNF, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on prend tous ceux qui sont hors track, enfin en track limite sur tous les autres grands prix sans gravier. Tu rajoutes du gravier, c'est plus la même. Aïe, aïe, aïe. Parce que quand tu vois le dernier virage avec le petit bac à gravier bunker, combien ont mis juste la première roue et c'est resté bloqué, quoi. On verra, mon cher ami. Perez, out. Alors, rappelant que aussi les stands, les arrêts au stand doivent être très bien maîtrisés en Australie. Donc, je te fais une petite dédicace côté Ferrari, mais bon, vous le gérez, quoi. T'inquiète, Ah oui, on est là. je sais pas. Hein. Et j'ai envie de dire, voilà, ceux qui ont envie de se lever tôt ou ceux qui rentrent tard, voilà, en soirée, samedi soir, faites-vous plaisir. Là, il y a prescription. Mais c'est vrai que j'avoue, limite, tu dors pas. Hein. 5 heures, ça se termine à 6-7 heures. Enfin, 6h30, 7 Bah heures. ouais. Voilà, tu fais du Helldiver toute la night et puis voilà, tu Ah, fais patate le matin. c'est ce que j'attendais. Euh, Très bien, messieurs. On va clôturer ce deuxième épisode de cette nouvelle saison par il n'y a pas que la F1 dans la vie, mais il y a aussi d'autres sports mécaniques, et notamment il y avait l'IndyCar. L'IndyCar qui était à Saint-Pétersbourg cette semaine, enfin ce week-end. Est-ce que tu veux nous en dire plus, Yo-Yo, sur ce qui s'est passé en IndyCar ce week-end? Ouais. Déjà, moi, je suis inaugural, donc Saint-Pétersbourg, pour situer un peu, ça se passe en pleine ville. Un beau circuit quand même. Moi, j'aime bien en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé? Bah, déjà, on a une New Garden qui a tout dominé. Il part en pole, il gagne, il a fait une Verstappen. On a un Grosjean qui est encore maudit, qui n'a toujours pas terminé une course à Saint-Pétersbourg. Donc, autant dire que ça commence à piquer. Après, certes, il y a une petite écurie, mais on voit encore les mêmes erreurs qu'on voit depuis l'année dernière et il y a 2 ans aussi, où il cherche un trop en faire et ça finit dans le mur ou en contact avec d'autres pilotes. Donc là, il a abandonné, mais on ne sait pas si c'est à cause d'un incident mécanique ou si c'est le contact qui a eu lieu 4 ou 5 tours avant. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et sinon, toujours autant de spectacles. Moi, j'adore regarder l'IndyCar. Franchement, tu peux t'ennuyer en F1, mais en IndyCar, tu as plein de dépassements. T'as Palou qui est parti 14 ou 15e, qui a fini P6. Euh, voilà. T'as les push to pass, comme j'expliquais la semaine dernière, qui te permet de dépasser. T'as encore les stratégies. Dès qu'il y a un drapeau jaune, tout le monde rentre au stand et ravitaille. C'est incroyable. Donc je recommande. Prochain Grand Prix, je crois, c'est dans 2 semaines aussi. Euh, je sais pas, Je vais te dire ça. Alors, bon, on a déjà nous mettre les gains. Tac, tac, tac. Et ben, c'est annoncé le 24 mars. Ouais, c'est ça, va dans 2 semaines aussi. Et c'est où? Tac, tac, tac. Bon, ça doit être en pleine campagne américaine, il me semble. Ouais. Parce qu'ils mettent thermal, mais je vois pas où c'est. Je ne vois pas où c'est. T'as des choses à préciser sur la IndyCar ou pour toi c'est tout bon vu que t'as résumé un peu tout ce qui s'est passé? L'IndyCar, j'ai résumé un peu tout ce qui s'est passé. Après, c'est vrai que on connaît, je pense que les gens connaissent pas autant les pilotes, nos chers viewers connaissent pas autant les pilotes qu'en F1, donc compliqué d'expliquer qui fait quoi. Mais franchement, regardez, c'est sur Canal et regardez, prenez le temps. Euh, le mois prochain, il y a Long Beach. Je pense que c'est un circuit qu'on connaît Ouais, tous avec le fameux demi-rond-point qui est incroyable. Moi, c'est mon circuit préféré. magnifique. Et puis sinon, il y a, comme tout le monde le connaît, les 500 miles d'Indianapolis, quand il y a chaque année, qui fait partie de la triple couronne, donc à regarder absolument. Il y a pas raté. C'est de l'ovale, mais l'ovale bien stratégique. Et c'est pas comme, j'allais dire comme la NASCAR où
où on s'ennuie un petit peu plus. Oh, même si on a dit que la dernière fois, c'était plaisant. C'est plaisant à regarder, mais je préfère comme l'Oval sur une IndyCar où tu as quand même une stratégie qui est différente en NASCAR. Tu peux pousser et avancer à deux comme à Daytona, alors que là, c'est toi ton aspiration. Il y a quand même une maîtrise qui est plus complexe quand tu regardes l'IndyCar qu'un NASCAR quand même. C'est vrai. Et surtout, dans la saison, on a 2 monoplaces Exactement, deux voitures différentes. différentes. Ouais, c'est intéressant aussi. C'est vrai que ça change. NASCAR, si je recommande de regarder la NASCAR, tu vois, c'est plutôt les circuits routiers où c'est totalement différent. Ben, on a vu au moins une NASCAR, et quand tu regardes la course sur circuit routier, bon, bien, ils connaissent pas les limites de piste, mais c'est vraiment incroyable à regarder des voitures qui s'appuient les unes sur les autres, etc. J'adore. Ok, bah à suivre l'IndyCar. J'ai vu que tout à l'heure j'étais sur toutes les photos. Vous avez aussi sur le site de l'IndyCar pas mal de vidéos qui présentent un peu tout ce qui s'est passé durant les week-ends, etc. Donc on vous encourage. En plus, niveau style, ça ressemble quand même à une monoplace type F1, mais il y a plein d'aéros aussi à l'intérieur qui rentrent en ligne de compte. Plus au lieu d'avoir un simple halo comme un F1, vous avez une petite protection en PVC. Et le screen, ouais. Et ça joue bien son rôle à de nombreuses reprises. Et d'ailleurs, si on peut donner la comparaison entre une F1 et une IndyCar, on est plus sur une F1 1.5 entre une F1 et une F2. Voiture plus complexe aussi, avec moins d'assistance. Bon, on l'a évoqué la saison dernière, dans un de nos podcasts, mais c'est vrai que les voitures sont plus complexes, plus à l'ancienne. Et puis on a quand même des pilotes de F2 qui font la transition aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Eh ben, merci Vio pour l'IndyCar. Il y avait aussi le grand retour, et ça on a souvent parlé dans les saisons précédentes, de la MotoGP, parce que c'est incroyable. Le spectacle qu'il y a en MotoGP, plus tout ce qui est en train de se passer, aussi l'engouement, les pilotes qui prennent aussi plus de hype, et ça fait que cette saison, je crois, va être incroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, c'était au Qatar, premier Grand Prix de la saison en MotoGP. Et c'est le brave tenant du titre, 2 fois tenant du titre en plus, Francesco Bagnaia, qui a gagné sur Ducati. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la MotoGP et prendre le mic? Il n'y avait pas eu débat ce week-end sur le Grand Prix, ça a été reporté. Il y avait eu des décalages, non? Il me semble. Il y a eu 1 heure de décalage par rapport à l'horaire habituel. Ils avaient fait la suite ou les qualifs le lendemain ou... Ouais, exactement, oui. Les qualifs ont été décalés et les essais libres aussi. Les essais libres 2 ont lieu samedi matin, alors qu'ils étaient censés avoir lieu le vendredi après-midi. Ils ont été avertis aussi que le Moto 2. Ah oui, parce que vous avez dans le Grand Prix généralement de moto, vous avez Moto 3, un peu comme les F1, vous avez la catégorie 3, la catégorie 2 et la catégorie 1. Et il y avait tout ça qui avait un peu décalé, mais au final, le spectacle était là. Enfin, c'était incroyable. Il restait quoi? Il restait 1 seconde 3 entre du coup le vainqueur Francesco Bagnaia et Binder. Ensuite, il y avait 1 seconde 9 avec Martin. Mais là, on a du très lourd cette année, je pense, en MotoGP. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que la course sprint, en fait, le résultat de la course sprint est différent de la course principale, alors on aurait pu se dire, ok, la course sprint, on sait qu'il a gagné, on peut s'imaginer que Martin gagne les deux facilement, alors que pas du tout. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu des résultats différents. Du coup, vu qu'il y a eu sprint, est-ce que au classement, ça nous donne un peu le même tiercé. Du coup, Bagnaia, Binder, Martin. Et le prochain calendrier. Semaine aussi, je crois, 23-24, je crois, ils ont tout mis. Ah, ça s'enchaîne. Ouais, du 22 au 24 mars. Et là, c'est à direction le Portugal, avec du coup dans l'Algarve. Magnifique, c'est le même circuit qu'en camp F1, il me semble. Portimao, qui est incroyable au niveau dénivelé. On vous encourage à regarder les on-board, donc les caméras à l'intérieur des casques ou juste derrière les pilotes.
C'est incroyable le dénivelé qu'il y a sur ce Grand Prix. Et ben, affaire à suivre côté MotoGP. Et du coup, on aura. Les Ducati, Ouais, les Ducati, voilà. c'est incroyable. Du coup, c'est quoi, pour préciser à nos auditeurs, l'histoire Ducati un peu qui a. Alors, en fait, en MotoGP, c'est assez particulier. Il y a les voitures, les motos du constructeur. Et après, il y a des équipes satellites donc, qui utilisent la moto, soit la moto de l'année précédente, avec quelques modifications. Mais ils prêtent leur technologie pour que d'autres personnes puissent l'utiliser. C'est un petit peu comme Porsche le fait actuellement en WEC, pour ceux qui suivent le WEC. Mm. Et on a Bagnaia qui est sur la Ducati officielle. Et par exemple Martins qui est sur une Ducati d'une équipe satellite. Et c'est un petit peu l'humiliation quand tu te fais quand même battre par l'équipe satellite qui n'a pas tes ingénieurs et qui reprend juste ta moto. Ça, c'est arrivé quand même à plusieurs reprises l'année dernière aussi. Et l'année dernière, on a fait un scandale avec la team satellite qui bat le constructeur. Ça, c'est incroyable. Et en plus, cette année, petit lore, il y a Alex Marquez et Marc Marquez qui sont dans la même team. Donc, à voir comment ça se passe. Par contre, pour nos Français, ça va être très dur, je pense, cette année. Quartararo et j'ai perdu le deuxième nom. Zarco. Johan Zarco. Ça va être très dur cette année, donc voir comment ils peuvent s'en sortir dans toute cette panade. Bah, merci messieurs pour ce récap. Est-ce que vous avez des recos, des choses à ajouter par rapport à ce qui s'est passé cette semaine ou de manière générale sur tout le monde du sport mécanique ou de F1, MotoGP, endurance? Vendredi, il y a 12 heures de Sebring vendredi. Alors, c'est pas samedi, pas dimanche, mais c'est vendredi. Donc, ça commence vendredi soir. On a 12 heures de Sebring en IMSA. Donc, plutôt côté endurance, si je ne dis Exactement, pas de bêtises, si j'arrive à retrouver le lien. Donc, tu as aussi t'avais différence entre IMSA et WEC, c'est ça? Exactement, ouais. Bah, après, tu peux avoir des voitures engagées sur les deux. Donc, c'est deux catégories différentes, pour préciser. Alors, ouais, avec les GTP et les GTD en IMSA. Alors que nous, c'est les LMDH et les hypercars en WEC. Ok. Et du coup, par exemple, si les gens se rapportent au Mans, t'es plus sur. Tu peux avoir différentes Enfin, au Mans, ça regroupe un peu différentes catégories. Ouais, c'est pareil. Là aussi, t'as les GT aussi comment ça s'appelle en IMSA. Comme ça. Ok. Acura, etc. Exactement, ouais. Et puis t'as une trop chère voiture comment ça s'appelle? Qu'on aime bien voir là, celle qui est dinosaure Ah oui. aussi. Ouais. Ah oui, la GT3. La GT3 Dinosaure. Elle est incroyable. Exactement, ouais. Dédicace à tous ceux qui l'aiment. C'est ça. Pour le petit En lore. tout cas, à suivre. Pour le petit lore, l'avant est avec une bouche de dinosaure, et en fait quand elle bouge sur le tarmac, et bah, du coup ça fait comme si elle mangeait le goudron. Bon, petit épisode rigolo côté voiture. En tout cas, ouais. Ok. Parce que, la dernière course, on a eu les trois premiers ont fini en une seconde. Ouais. En IMSA, donc c'est vrai que c'était assez tout le temps. Ouais. Ouais, très bien. Et, Alex, tu as une reco, quelque chose qui te passe par la tête? Non, à part de se préparer pour se lever très tôt ou se coucher très tard pour la F1. Ah, ça va, t'as le temps, c'est dans 2 semaines. Ça laisse le temps de se préparer, oui. Et après, la même chose au Japon. Ouais, mais attends. Justement, petit point horaire. Quand allez-vous vous On réveiller? aura le décalage horaire aussi. Enfin, décalage. On aura 1 heure en plus. Oui, une heure, ouais, C'est vrai En que. moins ou plus, voilà. En plus, ouais. Ça sera 7 heures au Japon. Ah, c'est mieux qu'en luxe. Grand luxe, hein. Et puis, Mais c'est très bien qu'on va à 7 heures, et puis avec la pluie, le Grand Prix commence à 9h ou 10h. Mais oui, Voilà. et après la Chine à 9 heures. Mais c'est impeccable. C'est impeccable. On reprend le rythme. Et après, il nous manquera, bah, du coup, si on fait Voilà. Donc il y aura Japon, Chine, Miami. On a United States, ouais. Miami, 22 heures. Bon,
Ça va, c'est un peu plus tard. Italie, ensuite Émilie-Romagne. Donc là, on repart sur les horaires traditionnels. Et là, on est bien. Oh, la suite, elle est insane. Hein. Italie, Monaco, Canada, Espagne, Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas, Monza, Azerbaïdjan, Singapour. Ah, attends, fais voir, Monza, c'est quand? Monza, c'est. Monza, Spa, excuse-moi. Spa, c'est du 26-28 juillet. Ah, donc cette année, c'est avant la trêve estivale. L'année Exactement, dernière, ouais. c'était après. Ça, chaque Ouais. année, ça change. Ouais, mais bon, c'est pas parce que c'est en juillet qu'il va faire beau. Hein. On connaît. Hein. Non, cette année, ils ont pas pu la faire après parce que t'as les 6 heures de Spa qui a lieu, le centenaire qui a lieu C'est vrai. à ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai. Très bien, messieurs. Eh ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier. À vous remercier pour ceux qui nous écoutent soit en replay, soit ceux qui ont suivi le live. Et puis, du coup, on vous souhaite de bonnes semaines et on se retrouve du coup dans environ 2 semaines pour débriefer un peu de ce Grand Prix de Melbourne qui se passera du coup du 22 au 24 mars et où il faudra se lever à 5h du mat pour le regarder. En attendant, on vous fait des bisous et puis du coup, passez de bonnes semaines. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode des Sénats de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, Les Seigneurs de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la F1. En attendant, on vous fait de gros bisous et à bientôt.